La Première Guerre mondiale s'achève avec la signature de 5 traités de paix, dont le traité de Versailles, qui fixe la paix entre les vainqueurs et l'Allemagne. Divisés sur les objectifs de la paix, les vainqueurs imposent des conditions de paix humiliantes qui nourrissent une haine tenace entre États européens. Il faut d'abord rappeler les étapes de la fin d'une guerre. En premier, lorsqu'on arrête de tirer, c'est un cessez-le-feu. C'est d'ailleurs pas une étape obligatoire. Ensuite, on dépose les armes. C'est l'armistice. Dans le cas de la Première Guerre mondiale, c'est le 11 novembre 1918. Ensuite, il faut signer la paix. C'est le fameux traité de paix, se négocie lors de la conférence de paix. Il y a plusieurs vaincus en 1918, et donc logiquement, il y a plusieurs traités de paix. La conférence de paix qui s'ouvre à Versailles en janvier 1919 engendre 5 traités de paix, un par pays vaincu. Le traité qui concerne l'Allemagne est le traité de Versailles, signé en juin 1919. Il y a aussi le traité de Saint-Germain, en octobre 19, qui concerne l'Autriche-Hongrie, le traité de Neuilly, en novembre 1919, qui concerne la Bulgarie, le traité du Trianon, en juin 1920, qui concerne aussi l'Autriche-Hongrie, et le traité de Sèvres, en août 1920, qui concerne l'Empire ottoman. La Russie, désormais contrôlée par les bolcheviks, a conclu un traité avec l'Allemagne en mars 1918 et n'est pas incluse dans les discussions. Elle pourrait réclamer des terres cédées à l'Allemagne. Bien que ces traités ne concernent que quelques nations, les participants à la conférence de paix sont très nombreux. De nombreuses délégations représentant 27 pays alliés ou associés participent à la conférence, mais dans les faits, ce sont les 4 vainqueurs qui dirigent les débats. Pourtant, leurs idées ne sont pas toutes convergentes. Petit tour d'horizon. Les anglo-saxons veulent démembrer les États centraux au profit de démocratie libérale et instaurer la liberté de commerce. Le président Wilson a donné ses buts de guerre dans le discours des 14 points en janvier 1918. C'est là qu'on retrouve notamment le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. L'Italie, quant à elle, veut obtenir des terres sur le pourtour adriatique. Et la France veut récupérer les territoires pris par l'Allemagne en 1871 et obtenir des réparations de guerre. Ces 2 points posent problème. Pour obtenir ce qu'ils veulent, la responsabilité de la guerre doit incomber à la seule Allemagne. Cette responsabilité unique est contestable. La France tient absolument aux réparations de guerre et ses alliés, américains en tête, vont, par les souffrances que la France a eues, accéder à cette demande. L'Italie, quant à elle, attend quelque chose en retour. Ce sont les terres irrédentes. L'article 231 attribue toute la responsabilité de la guerre à l'Allemagne. Les gouvernements alliés et associés déclarent, et l'Allemagne reconnaît, que l'Allemagne et ses alliés sont responsables, pour les avoir causés, de toutes les pertes et de tous les dommages subis par les gouvernements alliés et associés et leurs nationaux en conséquence de la guerre qui leur a été imposée par l'agression de l'Allemagne et de ses alliés. C'est cet article qui ouvre la possibilité de réparation de guerre. Il est alors courant que des réparations de guerre soient exigées à l'État responsable du conflit. Mais le premier problème, c'est que jamais dans l'histoire, un conflit n'a eu une telle ampleur. Autre problème, définir les responsabilités de guerre est complexe. La mécanique des alliances a transformé un conflit local en 1914 en guerre mondiale. La Russie puis l'Allemagne ont enclenché cette mécanique. Et enfin, c'est la Russie qui a attaqué la première en Prusse orientale. Le traité de Versailles octroie des réparations de guerre sans articuler un montant précis, qui doit encore être calculé. Tous le savent colossal. Venons-en au territoire. Il y a la volonté anglo-saxonne de démembrer les États centraux. Mais le traité de Versailles ne peut démembrer l'Allemagne, unie par la culture germanique. Il entaille cependant son territoire et la prive de ses colonies. L'Empire d'Autriche-Hongrie, par contre, sera démembré.
L'Allemagne s'est lancée tardivement dans la course à la colonisation de l'Afrique. En 1914, elle possède le Togo, le Cameroun, le sud-ouest africain, la Namibie aujourd'hui et le Kenya. Le traité de Versailles prive l'Allemagne de ses colonies confiées à d'autres, la France, l'Angleterre et l'Union sud-africaine. C'est surtout sur le territoire national que les retouches sont importantes. L'Alsace-Lorraine, arrachée à la France, lui est restituée. Le couloir de Danzig, ici en rouge, est cédé à la Pologne, ce qui lui donne un accès à la mer. Mais ce couloir sépare le berceau de la culture germanique, la Prusse orientale, du reste du pays. Une partie tout au nord des territoires anciennement danois sont restitués au Danemark. De même, le port de Memel et son territoire sont remis à la France. Deux petits territoires, les cantons d'Eufen et de Malmedy, sont donnés à la Belgique. La France réclamait encore la Sarre. Territoire riche en charbon, la Sarre est finalement remise à la SDN pour 15 ans. Au final, le traité de Versailles ampute l'Allemagne de 15% de son territoire et de 10% de sa population, ce que les Allemands n'accepteront jamais. Parlons de l'armée allemande. Afin d'éviter de futures guerres, l'Allemagne se voit privée d'une armée menaçante et son territoire frontalier avec la France est occupé. Précisément, le traité de Versailles abolit le service militaire et réduit l'armée à 100 000 hommes. Ce traité interdit également l'armée de l'air, l'artillerie, les chars, et prévoit l'occupation militaire de la Ruhr. La Ruhr, c'est le poumon économique du pays. Résultat immédiat, d'anciens militaires par milliers, nostalgiques de la grandeur passée, créent des associations d'anciens combattants. Un coup de pouce formidable est donné au nationalisme allemand. Empire en 1914, l'Allemagne devient une démocratie à la fin de la guerre. Dotée d'une constitution en juillet 1919, elle prendra a posteriori le nom de République de Weimar. La délégation allemande à la conférence de paix, qui n'a pas participé aux discussions, se voit remettre le traité pour consultation la veille de sa signature. Grave erreur. Aucun signataire n'était aux commandes du pays pendant la guerre, et aucun soldat étranger n'a foulé le sol allemand en 1918. Les Allemands ne comprennent pas cette défaite. Ils rejettent le traité et leurs signataires sont vus comme des traîtres. À peine créée, la République de Weimar apparaît comme le pantin des vainqueurs, détaché de l'intérêt de sa propre population. À retenir, le traité de Versailles marque la fin officielle de la Première Guerre mondiale, mais ne résout rien. L'Allemagne est humiliée, divisée, affaiblie. Acte final d'une guerre, ce traité contient les ferments d'une autre guerre qui va mettre 20 ans à couver. Mais ça, c'est une toute autre histoire.